À son retour, Nancy Houston va enquêter sur celui qui deviendra Pol Pot. Dans Les Lèvres de Pierre chez Actes Sud, l'écrivaine retrace notamment les années parisiennes du dictateur cambodgien. Elle y glisse aussi sa propre histoire de jeune canadienne aux États-Unis. Bonsoir Nancy Houston. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Ce livre, il a donc pour titre Lèvres de Pierre. Alors, il arrive qu'un romancier tourne très longtemps autour de son sujet avant de trouver ce qu'on appelle la faille, l'angle qui va lui permettre de s'approprier le thème. Pour vous, le déclic, c'est donc le Cambodge lors d'un voyage en 2008. En 2008, donc il y a 10 ans déjà, et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais troublée par le sourire des Cambodgiens, par le fait que c'était un peuple qui avait commis quand même l'autogénocide le plus ahurissant de l'histoire peut-être, et par la ressemblance aussi de ce sourire avec celui du Bouddha. Et quelque part, je reconnaissais un sourire que je connais bien, que je pratique moi aussi, qui est un sourire de masque, de protection, de dire, en fait, un sourire qui repousse, qui n'invite pas et ne partage pas. Et après quelques hésitations, si j'ai choisi d'enquêter sur la vie de Pol Pot, qui s'appelait tout au long de sa jeunesse Saloth Sar, c'est parce que, étrangement, c'était presque le seul chez qui je pouvais me reconnaître, en qui je pouvais me reconnaître à certains égards. Sinon, les Cambodgiens sont un peuple très, très différent de nous. Ils ne sont pas individus de la même manière. Pol Pot est exceptionnel parce qu'il a été, comme moi, plongé dans des mondes très différents. Il a été dans un monastère, il a appris des mantras bouddhistes à l'infini, comme tous les jeunes garçons de cette époque. Il a été au Palais Royal, où il avait un parent qui travaillait, ou même plusieurs parents, parce que ses sœurs étaient des courtisanes du roi. Il a été dans une école catholique française à Phnom Penh. Et surtout, comme vous l'avez dit, à Paris, il n'est pas venu du tout comme un intellectuel brillant. Ouais, alors justement, arrêtons-nous peut-être sur son enfance. D'abord, il suit une éducation plutôt religieuse, bouddhiste. Il va y avoir un déclic. Ses parents décident de l'enlever pour le mettre dans une école française. Oui, peut-être parce qu'il trouve qu'il s'y plaît trop au monastère et qu'il a besoin d'outils et d'armes pour faire face à la vie réelle. On ne veut pas qu'il devienne une sorte de mystique, quelqu'un qui se perd dans la vie du moine. C'était la seule éducation à toutes fins utiles qu'il y avait en dehors de l'éducation coloniale. Donc on va le flanquer dans l'école coloniale et là, il va commencer à échouer. Et il va redoubler plusieurs fois, 3-4 fois. Donc ce n'est pas un élève brillant, ce n'est pas quelqu'un qui va venir à Paris étudier à la Sorbonne comme Ho Chi Minh ou d'autres Indochinois. C'est quelqu'un qui a toujours tout raté. Et en dernier espoir, sa famille l'envoie à Paris, décroche une bourse pour lui qui lui est remise main à la main par Sihanouk. Et là aussi, il va rater toutes ses études, mais il va réussir une insertion pour la première fois, c'est au sein du PCF. Et voilà, au sein du Parti communiste français, la formation, il rentre au Cambodge et la suite, on la connaît. Vous avez évoqué le terrible génocide perpétué par les Khmers rouges et Pol Pot. Alors vous retournez également sur votre propre passé de Mad Girl. C'est quoi une Mad Girl? Mad Girl, j'aime bien cette expression parce que mad, comme vous le savez peut-être, veut dire à la fois en colère et folle. Donc c'est un peu entre les deux, ces années-là. Je regarde ce que j'étais, ce que j'ai fait, ce que j'ai cru, ce que je n'ai pas compris, toutes ces entre 15 et 25 ans. Mais c'est quoi? C'est l'euphorie, c'est les sorties, c'est la fête, c'est... Pas tellement, c'est des difficultés financières, des difficultés amoureuses, surtout une approche très nombriliste de la réalité, de ma propre vie. Et puis un apolitisme qui, pendant les années où je suis aux États-Unis, parce que je suis obsédée par mes études et juste ma propre histoire, ma petite histoire, c'est une chose qui arrange beaucoup les États-Unis encore aujourd'hui, que les gens ne s'intéressent qu'à leur vie privée, parce que ça leur donne les coups des libres pour faire ce qu'ils veulent. Et on voit le parallèle avec cet enfant qui est devenu Pol Pot, c'est que vous allez vous aussi aller à Paris. Il y a une sorte d'initiation. En fait, de ces 10 ans, j'ai passé la première moitié dans un pays qui bombardait massivement le Cambodge. C'était une guerre secrète. Ils n'étaient pas officiellement en guerre avec le Cambodge, mais ils ont lâché plus de bombes que sur toute l'Europe pendant toute la Deuxième Guerre mondiale, sur ce minuscule pays. Et dans la deuxième moitié, j'étais en France, qui m'a transformée en marxiste, stupide, comme elle avait transformé en marxiste stupide Pol Pot aussi. Les conséquences étaient beaucoup plus graves, évidemment, pour Pol Pot. Alors c'est un livre très puissant sur les hasards qui façonnent les chemins de chacune et chacun de nous. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce récit littéraire d'entremêler les deux vies?
Parce que je suis de plus en plus fascinée par l'abîme qui sépare les privilégiés de ceux qui ne le sont pas. Et donc, des engagements qui peuvent être sans conséquence pour les Français, parce qu'on est des marxistes de fauteuil, des marxistes de bistrot, des marxistes de salon qui refaisons le monde en buvant des bons petits whisky ou des bières et qui rentrons chez nous continuer nos salades personnelles à la maison. En fait, c'est très, très grave quand ça touche des gens qui sont dans une position économique et politique dramatique, ce qui était le cas du Cambodge. Et j'ai soutenu, je dois le dire, Pol Pot. J'ai défilé dans la rue avec des milliers d'autres jeunes Français en 75 quand il est venu au pouvoir. Et ensuite, c'était un blackout. On ne savait pas qu'il avait vidé la ville de Phnom Penh. Quand on l'a entendu, on n'a même pas voulu le croire. On s'est dit, bon. Merci beaucoup Nancy Houston d'être venue nous parler de votre nouveau roman Lèvres de pierre aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup. Merci Marie. Dans l'actualité.